Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la création d'Instagram. C'est la première vidéo de ma série sur les marques qui n'a pas encore de nom d'ailleurs car je n'ai pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo la première vidéo d'introduction où je vous demande des propositions, donc qui sera certainement dans le titre de la vidéo. Je suis un petit peu stressée pour la première, donc j'espère que vous serez indulgents sur ma façon de raconter cette histoire. Sachez que cette idée de vidéo m'est venue en lisant le livre de Sarah Fieser, No Filter. Je me suis largement inspirée de cette vidéo, même si j'ai fait quelques autres petites recherches sur internet. Je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est hyper intéressant. Là, je vais vous faire un gros résumé de la première partie du livre qui raconte l'histoire de la création d'Instagram. Mais sachez que le livre est hyper simple à lire. Il a été écrit d'une façon hyper narrative avec plein de détails sur des moments, etc. Donc on n'a pas du tout l'impression de lire un livre très factuel sur lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ci. Non, c'est vraiment contextualisé, donc j'ai trouvé ça hyper agréable et j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie d'acheter le livre et de le lire. Donc aujourd'hui on va parler de la création d'Instagram. Je vais vous raconter un petit peu en fait l'histoire de Kevin Systrom qui est le créateur d'Instagram et je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans sa vie avant que le gros projet Instagram ait vu le jour. Il s'est passé vraiment pas mal de choses dans sa vie, donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant de revenir un peu sur son background. Donc pour commencer, c'est un homme qui est né dans le Massachusetts le 30 décembre 1983 à Holliston, donc c'est à peu près à 1 heure de Boston. Pour vous parler un petit peu de son contexte familial, sa mère a toujours travaillé dans le marketing, donc dès leur plus jeune enfance, enfin en tout cas dès la création d'internet, sa mère les a toujours poussés à s'intéresser à ce qui se passait du côté d'internet. Quand il a grandi, il voulait absolument étudier à Stanford, donc il est rentré à Stanford, je sais pas exactement la date, je vais pas vous dire de bêtises, pour étudier les sciences de l'informatique. Et du coup en 2005, il a rencontré Mark Zuckerberg dans une petite soirée étudiante, vraiment autour d'un petit verre et tout. Donc à l'époque, Mark Zuckerberg, c'était pas du tout le gros patron de Facebook comme on connaît aujourd'hui, mais il était déjà bien reconnu dans le milieu pour thefacebook.com qui avait été lancé l'année d'avant, du coup dans l'université d'Harvard. Et au moment où il a parlé à Systrom, c'était déjà dans tous les campus américains. Donc lui, il a pas vu l'intérêt de reprendre ses études, Mark Zuckerberg. Et en fait, il a tenté de convaincre Systrom de faire la même chose que lui et de le rejoindre dans l'aventure Facebook. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos encore sur la plateforme. Notre cher Systrom avait créé un site internet qui s'appelait Photobox qui permettait de prendre des gros fichiers d'images et de les réduire pour pouvoir les imprimer ou les repartager. Généralement, c'était plus pour les soirées universitaires, etc. Et du coup, à l'époque, Mark Zuckerberg, pour le convaincre, il lui a fait comprendre que Facebook allait s'exporter un peu partout dans le monde, que ça allait être ouvert aux lycéens, etc. Et que c'était une opportunité de dingue ce qu'il lui proposait. Strom, il voulait vraiment étudier à Stanford. Son but, c'était pas du tout de rentrer dans l'industrie dès le départ. Du coup, il a refusé l'offre de Mark Zuckerberg parce que il voulait pas gâcher son potentiel et il pensait que c'était une perte de temps que d'aller travailler chez Facebook dès le départ sans avoir aucune connaissance universitaire. Le mec a quand même dit non à Facebook. Donc pendant son cursus universitaire à Stanford, il a eu l'opportunité de partir étudier à l'étranger. Il est parti à Florence en Italie. Et il faut savoir que Kevin Systrom, de base, il voulait pas du tout travailler dans la high-tech. De base, il voulait faire des études dans l'histoire de l'art ou dans le génie civil, donc absolument rien à voir avec le high-tech. C'était un homme qui était vraiment passionné par la photographie. Du coup, quand il est arrivé à Florence, son but c'était vraiment de photographier tout et n'importe quoi. Du coup, il a tout fait pour économiser de l'argent pour pouvoir s'acheter un bel appareil photo avec une belle qualité d'image, etc. Et il prenait des cours au sein de l'université pour faire de la photo. Et en fait, son professeur l'a direct recalé quand il a avec son gros appareil photo. Il lui a dit non, tu vas te mettre au niveau de tout le monde. Et il lui a donné un appareil photo vraiment basique qui faisait des photos du coup un petit peu floues en noir et blanc et en format carré. Donc je vous spoile pas, mais comme vous l'avez compris, le format carré il l'a bien gardé longtemps et en fait son professeur lui a dit qu'il devait pas chercher la perfection et qu'il devait apprendre à aimer l'imperfection de ses photos et qu'il y avait de l'art en fait partout où il pouvait regarder et pas besoin d'avoir un appareil photo de génie pour pouvoir faire de belles photos. Le problème dans mon histoire c'est que j'ai pas énormément de dates donc je sais pas exactement où se situe quel stage, quel échange universitaire, etc. Mais j'espère en tout cas que ce sera clair de votre côté. Pour son stage d'été, il a décidé de travailler dans une petite start-up qui s'appelle Odeo, qui est un marketplace de podcasts sur internet. Du coup, voilà, ça le tente, comme il adore la photo, là on parle de la vidéo. Voilà, c'est un truc qui le passionne. En plus, le patron Williams, c'est un gars qui est hyper reconnu dans cette industrie de la high-tech parce que quelques années auparavant, il a revendu Blogger à Google. Donc voilà, c'est un mec qui pèse clairement. Là-bas, il a rencontré Dorsey.
Donc pour l'instant, vous n'allez pas trop comprendre l'importance de cet homme. Mais en gros, ce mec-là, c'est un ingénieur qui est vraiment dans sa bulle, qui a plein de préjugés sur Kevin Systrom, qui se dit au début qu'il va pas du tout s'entendre avec lui. Puis à force de temps, il se lie d'amitié avec ce garçon. Ils s'entendent hyper bien tous les deux, ils deviennent copains. Et même quand il a fini de travailler chez Odeo, il garde contact avec ce fameux Dorsey. Donc les années universitaires passent et durant sa dernière année d'études, Systrom, il se balade entre plein de jobs différents. Il travaille encore chez Odeo, il travaille un petit peu pour Google et en attendant, il fait aussi un job dans un petit café à côté de son université. Et devinez quoi ? Il y a Mark Zuckerberg qui rentre dans le café, qui reconnaît Systrom et qui fait comme si de rien n'était. Il prend son café et tout. En fait, il a pas aimé Mark Zuckerberg qu'on lui résiste. Du coup, il décide de faire le mec un petit peu hautain. À cette époque-là, Systrom, il se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur. Du coup, il décide de renvoyer son CV pour pouvoir retravailler chez Facebook. Entre-temps, Mark Zuckerberg a bien évidemment rajouté la fonctionnalité photo sur Facebook. Donc, il en a plus rien à faire de travailler avec Systrom et je pense qu'il est un petit peu rancunier sur les bords. Du coup, ça lui fait d'autant plus plaisir de ne pas faire de retour sur sa candidature. Systrom, il comprend très vite qu'il n'est plus le bienvenu chez Facebook et il passe à autre chose. Du coup, chez Odeo, la première entreprise pour laquelle il a travaillé pour son stage d'été, ils ont lancé un nouveau produit qui s'appelle Twitter. Et en gros, à cette époque-là, Kevin Systrom, il est resté en contact avec Dorsey qui travaillait toujours du coup pour Odeo pour Twitter. Dorsey en fait lui a fait comprendre que Twitter ça allait devenir un truc énorme, que les stars allaient s'inscrire dessus, que ça allait devenir viral et tout. Et Systrom il y croyait pas du tout. Il a juste décidé de commencer à utiliser l'application pour soutenir son copain, mais il y croyait absolument pas. Il misait pas une pièce sur Twitter. Bon. Du coup, c'est un peu la conclusion qu'on a. Il y a très peu de gens qui ont la chance de travailler pour des entreprises aussi prestigieuses. Lui, il a failli travailler chez Twitter, il a failli travailler chez Facebook et il a dit non aux deux, sans même savoir l'empire que ça allait devenir. Et en fait, sur le moment, lui, ce qu'il se dit, c'est qu'il faut simplement avoir un travail plus sûr. Du coup, il préfère rester travailler chez Google, quitte à ce qu'il s'ennuie à faire ce qu'il fait chez Google. Il s'en fiche. Et d'ailleurs, c'était le cas parce qu'il s'ennuyait clairement chez Google. Ce qu'il faisait, ça le passionnait pas du tout. Il travaillait pour le marketing de chez Gmail. Sa vie, c'était de faire des PowerPoint et de faire du marketing, alors que, voilà quoi, au bout d'un moment, il trouvait ça très chiant. Du coup, il en est venu à la conclusion que certes, c'était pas un geek, c'était pas un expert non plus en études quantitatives, mais ça l'empêchait pas en fait de devenir entrepreneur. À ses 25 ans, pour être sûr de ne pas manquer d'argent, il décide d'aller travailler pour une petite startup qui s'appelle Nextstop. C'est un site de voyage pour les particuliers, très clairement, de recommandations. Et du coup, Systrom, il était vraiment spécialisé dans la création des sites internet, mais pas vraiment des applications. Du coup, il passait tous ses week-ends et tous ses soirs à apprendre comment créer une application, la coder, etc., pour pouvoir faire avancer ses projets personnels en même temps que de travailler pour une vraie entreprise qui lui rapportait un salaire tous les mois. En fait, ce qui lui a donné un vrai déclic, c'est qu'il s'est bien rendu compte qu'à partir de 2007, quand le premier iPhone est sorti, il savait très bien que les gens, en fait, ils n'utiliseraient plus leur téléphone juste pour appeler ou pour envoyer des messages. Les gens, ils commençaient vraiment à avoir une deuxième vie sur leur téléphone et il s'est dit, il y a vraiment un créneau à prendre à avoir une application mobile parce que c'est le futur. Cet homme est un génie. Et s'il était au courant de comment ça se passait aujourd'hui avec nos téléphones, les jeunes, les machins, pouf! En tout cas, il était bien visionnaire. Donc la première application qu'il a créée de manière personnelle, ça s'appelait Dishid. C'était une application qui permettait des recommandations sur les restaurants, mais pas vraiment comme on peut le voir aujourd'hui par exemple. C'était plus, tu voulais manger du thon, et il te donnait tous les restaurants où dans la carte il y avait des plats avec du thon. Je trouve que l'idée est vraiment pas mal, ça n'existe pas je pense aujourd'hui, mais bon, l'application n'a pas duré très longtemps car il a vite abandonné l'idée et il est passé à Bourbon. Bourbon en fait c'est un peu l'ancêtre d'Instagram, c'est clairement l'ancêtre d'Instagram. C'était une application plutôt sympa pour l'époque, en gros ça revient un peu au même d'Instagram aujourd'hui mais de manière très bêta on va dire. En fait c'était simplement une application qui permettait de pouvoir partager les endroits où tu voulais aller ou où tu étais pour que tes copains puissent te rejoindre et tu pouvais également ajouter des photos via email. Alors j'ai pas très bien compris cette partie-là, mais en tout cas c'était le seul moyen d'ajouter des photos à l'époque sur les applications. Via email, je comprends pas trop le délire, mais si vous comprenez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à mettre un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour voir la suite de ces petites vidéos. Mais en tout cas, l'application a quand même fait son petit effet parce que malgré le fait qu'elle ne soit pas développée un maximum, elle a quand même fait partie d'un concours organisé par la Silicon Valley pour les
les nouvelles applications en vogue du moment. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que c'est là que Systrom a commencé à se dire il serait peut-être temps que je mette un petit coup de collier et que je me donne les moyens de réussir, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un truc, il faut que je me donne à fond. Donc il a décidé d'aller à une petite soirée de start-upers. Bon, je sais pas trop comment ça se passe là-bas aux États-Unis, mais bon, j'imagine que c'est un peu une soirée où t'as plein de patrons, plein d'investisseurs, etc. Et là-bas, il a rencontré un géant du secteur qui s'appelle Steve Anderson. Et Steve Anderson, c'est un peu celui qui a réussi à le pousser et à faire que son projet allait bien plus loin. Systrom, il y a été un peu au culot. En gros, il est allé voir Steve Anderson et il lui a dit qu'il avait besoin de 50 000 $ pour pouvoir développer son application qui, à l'époque, n'avait que 20 utilisateurs. C'est vraiment, demain, moi, je crée mon application, je la partage à mes potes et demain, je vais voir un investisseur et je lui dis j'ai besoin de 50 000 $. Bon, Anderson, il avait l'air plutôt d'accord avec l'idée de pouvoir investir dans son projet. Simplement, il lui a dit qu'il investissait jamais dans des projets où il y avait qu'un seul fondateur parce qu'il trouvait que c'était pas assez viable, qu'il y avait pas assez de recul. Il fallait absolument que Systrom trouve un cofondateur, sinon Anderson ne mettrait pas d'argent dans son projet. Et en y repensant, je trouve pas ça si bête, parce que c'est vrai que quand tu peux être dans un projet, tu peux un peu te fermer, etc. Si t'as quelqu'un à côté de toi qui peut te faire des remarques, c'est toujours bien. Systrom a tout de suite été d'accord, et c'est là où il a fait sa première levée de fonds pour le futur Instagram. Maintenant, la mission de Systrom, c'était de trouver le bon cofondateur. Donc au début, il a tout de suite pensé à un ami qu'il avait à Stanford, avec qui il avait déjà un peu travaillé sur des applications, mais il s'est avéré que son pote voulait pas du tout quitter Google, et en fait, il lui a conseillé d'aller voir Mike Krieger, qui était un ancien aussi de Stanford, de 2 promotions en dessous de lui. Et c'est vrai que Systrom, il s'entendait bien avec Krieger. Krieger, c'était quelqu'un qui avait été un des premiers à utiliser aussi Bourbon. Ils avaient pas mal échangé sur des cafés. Ils travaillaient souvent ensemble, donc il s'est dit pourquoi pas. Mike Krieger, il est né le 4 mars 1986 à Sao Paulo, donc il est brésilien. Il a fait toute son enfance au Brésil. Lui, pareil, il voulait pas du tout travailler dans la high-tech, mais une fois qu'il est parti du Brésil et qu'il est arrivé à Stanford, il s'est rendu compte que c'était peut-être un bon choix d'avenir. Du coup, il s'est mis dans le délire high-tech. Lui, son objectif de vie, c'était un peu la même que Systrom. De base, il voulait travailler pour des petites entreprises avant de créer la sienne. Il avait déjà créé des petites applications de son côté. D'ailleurs, il avait monté une première application qui s'appelait Crime Desk SF, donc Crime Desk San Francisco, qui consistait à recenser tous les crimes qu'il y avait dans San Francisco à partir des données publiques, des caméras, etc., pour que les gens de San Francisco soient au courant de ce qui se passe à côté de chez eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu creepy. Et évidemment, l'application n'a pas du tout fonctionné, voilà. Donc c'était son premier petit échec, personne n'en a voulu de son application. Et du coup, quand Systrom lui a demandé s'il voulait rejoindre l'aventure de Bourbon, parce que Anderson avait déjà investi dans l'application, il a tout de suite dit oui, parce que faut savoir, et vous allez le voir dans le futur, que Krieger, c'est toujours un mec qui a fonctionné à l'instinct. Il s'est dit, je le sens bien, j'y vais. Tu as bien fait. Seul petit détail, c'est que Krieger, il n'était pas du tout américain. Il est encore brésilien et le seul visa qu'il a aujourd'hui, c'est pas un visa pour le long terme. Le petit détail, ou plutôt le gros détail, c'est qu'il devait absolument convaincre l'immigration qu'il restait pour une mission viable et qu'il était rentable pour les États-Unis et il fallait qu'il ait un permis de travail pour le long terme. Il n'y avait pas vraiment de stratégie, de business plan derrière Bourbon. Donc l'administration américaine, elle était très sceptique sur le fait que ce soit viable dans le futur, donc à lui donner en fait un visa tout simplement. Eux, leur idée, c'était de faire un peu comme Facebook, rendre le truc un petit peu viral, faire en sorte qu'il y ait du bouche à oreille et que ça marche au fur et à mesure. Il n'y avait pas de réel business plan derrière l'application et c'est là où tu te dis quand même les mecs sont forts. Pour un petit peu berner l'administration américaine, ils ont décidé un peu d'inventer des choses et de dire que dans quelques mois, ils auraient le million d'utilisateurs et même eux, ils en rigolaient parce qu'ils y croyaient pas du tout. Donc en attendant d'avoir son visa, les deux ont quand même décidé de commencer à travailler ensemble pour voir si simplement ils s'entendaient bien dans le travail, si ça marchait, parce que c'est bien d'être copains et tout ça, mais travailler et prendre des verres, c'est pas exactement la même chose. Du coup, ils se sont mis à travailler ensemble et ça a trop bien matché. Krieger, en voyant qu'il n'arrivait pas à avoir son visa, il a même dit à Systrom de prendre quelqu'un d'autre, de trouver un autre cofondateur parce que c'était trop compliqué pour lui et qu'il voulait pas le mettre dans la merde en gros. Et Systrom, il a tout de suite dit non parce que il savait très bien que ça matchait et c'était vraiment avec lui qu'il voulait travailler. Il avait trouvé un coéquipier de choc et il s'est souvenu qu'avec Facebook et avec Twitter, ça s'était pas du tout passé comme ça, qu'il y avait eu plein de guerres juridiques, de machins, de trucs et il s'est dit
attends, j'ai trouvé le bon mec, je reste avec lui, peu importe, il va bien finir par avoir son visa. En attendant que son collègue réussisse à avoir son visa, Systrom il continue à chercher des investisseurs. Il en trouve un nouveau qui s'appelle Andreessen. Oui, je sais, il y a Andersen et Andreessen. Andreessen décide de mettre 250 000 $, et pour s'aligner, Andersen décide de mettre lui aussi 250 000 $. Ça leur fait 500 000 $, c'est plutôt pas mal pour développer une application. En même temps, on a Dorsey, son petit copain de chez Twitter, qui a jamais trop investi dans ce genre de projet, qui décide de mettre de manière un peu significative 25 000 $, histoire d'aider un petit peu Systrom dans son projet. En avril 2010, Krieger, il arrive enfin à avoir son visa. Trop bonne nouvelle, ils vont pouvoir commencer à vraiment travailler ensemble en tant que fondateur et cofondateur. Sauf qu'entre-temps, Systrom, il est plus vraiment sûr de son idée de géolocalisation, retrouver ses amis et tout. Et il en fait part à Krieger qui commence à avoir un petit peu peur parce qu'il se dit attends, j'ai tout quitté pour travailler pour toi. Et là, tu me dis, une fois que j'ai mon visa, que t'es plus sûr de ton application. Du coup, il lui remet les pieds un peu sur terre et il lui dit, au lieu de tout changer, viens, on se pose et on améliore quelques petits points, mais on n'abandonne pas toute l'idée de la géolocalisation, des photos, etc. En fait, Systrom, il se rend compte que son application, elle est bien pour les hipsters, pour les gens un peu jeunes qui ont envie de partager leurs découvertes, mais pour les parents et pour un public un petit peu plus large, ça les concerne pas trop, ils sont pas trop intéressés par l'application. Ils essaient de se poser tous les deux. Au lieu de travailler dans des petits cafés comme ils avaient l'habitude de faire, ils décident de commencer à travailler dans un coworking. Franchement, ils ont pas de thunes, ils ont pas un rond, ils mangent des sandwichs tous les jours qu'ils achètent dans une petite cafette vraiment pas chère. C'est la dèche, clairement. Ils travaillent plus tous les deux, ils ont que leur projet. Ils ont des investisseurs, mais ils font zéro argent. Ils ont vraiment besoin de trouver les failles et ils font plein de concessions pour cette application Bourbon. Donc un jour, ils se retrouvent autour d'une table, les deux, et ils se demandent qu'est-ce que les gens aiment sur Instagram. Je dis Instagram, ça s'appelle pas encore Instagram. Qu'est-ce que les gens aiment sur l'application Bourbon? En quoi ils la trouvent utile? Du coup, ils mettent 2 points en avant. Les gens, ils aiment le format plan et ils aiment le format photo. Du coup, ils se disent, on va rester sur ces 2 idées qui sont quand même les points forts de notre application. C'est un peu les 2 points qui faisaient que les gens voulaient revenir sur l'application et s'intéresser vraiment au contenu de manière quotidienne. L'iPhone 3G avait pas vraiment une très très mauvaise qualité de photo pour l'époque. C'est vrai que quand on compare aujourd'hui au dernier iPhone, ça n'a rien à voir. Mais à l'époque, c'était déjà une grosse avancée technologique. Et du coup, les gens, ils utiliseraient plus trop leur appareil photo pour poster sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand j'ai commencé à être sur Facebook, je ne postais aucune photo avec mon téléphone. Toutes les photos étaient prises avec mon réflexe, mon machin. Je prenais des photos en soirée, je les importais de mon ordinateur pour les mettre sur Facebook, mais jamais ça me serait venu à l'idée de poster des photos de mon téléphone. En partant de ce principe-là, ils ont trouvé 3 problèmes. Le premier, c'était de charger les photos sur le téléphone. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça aujourd'hui. Les formats étaient beaucoup plus gros et c'était hyper long de charger une photo sur leur téléphone. Le deuxième, c'était de trouver une solution pour intégrer le format photo directement dans l'application pour pas que les gens aient à importer la photo, pour pas que ça prenne 10 plombs. Et la dernière, c'était que c'était embêtant de poster ces photos sur plein de réseaux différents. Ils voulaient que si tu la postes sur Instagram, tu puisses la retrouver sur Facebook et sur Twitter, que c'était plus pratique plutôt que de le poster 3 fois à 3 endroits différents. Donc ils ont commencé à faire un premier prototype vraiment du Instagram qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelait Scotch. Systrom avait un peu un problème avec l'alcool. Sachez que s'il a appelé Bourbon sa première application, c'est parce qu'il était fan de Bourbon. Scotch, Bourbon, voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, mais Scotch, c'est exactement la première version d'Instagram sans les filtres. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir que les filtres, c'est un gros tournant de l'application. Vraiment, là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi Scotch? Au début, ils ont créé une application où les gens défilaient les photos à l'horizontale, un peu comme sur Tinder. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était pas très très intuitif. Du coup, ils ont décidé de faire comme Twitter et de mettre à l'horizontale, comme on connaît aujourd'hui, pour que les gens défilent les photos comme ça. Et comme sur la première version d'Instagram que nous redoutons tous parce que c'était vraiment génial à cette époque, les photos étaient dans l'ordre chronologique. Dernière postée, première sur ton feed. Si c'était comme ça aujourd'hui, ça serait vraiment très cool. Bref, ne parlons pas de choses qui fâchent. Première contrainte pour les utilisateurs, la photo devait faire maximum 360 pixels. C'est le format le plus petit pour que vous puissiez charger une photo sur l'application. Et la photo devait être carrée. Point final. Pareil pour tout le monde, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Le but, c'était un peu d'allier les 2 points forts de Facebook et de Twitter. Facebook, d'avoir des amis que tu suis, et Twitter, de suivre des gens que tu connais pas forcément, mais qui ont le même centre d'intérêt que toi. Du coup, c'est là qu'ont commencé les followers et les following. C'est drôle parce que quand je le raconte, j'ai l'impression que c'est un truc tellement logique, mais c'est vrai qu'il fallait y penser. Sachez en tout cas que le mot d'ordre de Krieger et de Systrom à l'époque, c'était vraiment
la simplicité. Faire une application simple, intuitive, ils voulaient pas mettre trop de paramètres, des trucs trop compliqués parce qu'ils se sont dit si on commence à faire un truc trop sophistiqué, on va se perdre. Commençons avec la simplicité. Et évidemment, les followers et les followings, on s'en doute, ça te pousse aussi à revenir pour voir si ton nombre de followers a augmenté. Super stratégie pour une application, on va pas se le cacher. Dès la création, il y avait déjà le bouton like si tu double-cliquais sur la photo. Alors ça m'a fait rire parce que pour moi, c'est un truc un peu neuf, enfin pas neuf, mais en tout cas hyper ingénieux. Et je pensais pas que c'était une fonctionnalité qu'il y avait eu dès le départ. Et en fait, si, il y avait déjà le double-clic en likant. Et du coup, contrairement à Facebook ou à Twitter, l'avantage de l'application est un peu le maître mot, c'est qu'il n'y avait pas besoin de poster un truc intelligent, il n'y avait pas besoin d'avoir une grosse réflexion derrière un tweet ou un truc super intéressant à partager à tes amis Facebook. Vraiment, là, c'était du spontané. Tu postes une photo de ce que tu vois au moment où tu le vois. Ça a un peu beaucoup changé aujourd'hui, mais faut pas oublier qu'à l'époque, vraiment, tu postais une photo de ta nouvelle tenue. Bon, en fait, il y a encore des gens qui le font, mais une photo d'un paysage. Je pense que je suis un peu trop dans le monde d'influenceurs. Mais voilà, tu postais une photo d'un paysage, une photo de tes nouvelles baskets, une photo de ce que tu avais fait dans ta cuisine. En fait, clairement, les stories qu'il y a aujourd'hui sur Instagram, c'était le contenu qu'il y avait en photo sur les feeds des gens. Ils se sont quand même posé la question de savoir s'ils voulaient faire du repartage, un peu comme le retweet qu'il y avait sur Twitter. Mais ils se sont dit que c'était un peu trop complexe pour le début, comme je vous l'ai dit avant. Le but, c'était de faire des choses simples. Du coup, ils ont décidé de pas compliquer la chose. Si je dis pas de bêtises, il y a quand même une époque où on pouvait repartager et en bas, il y avait marqué, vous savez, il y avait les petites flèches avec le pseudo de la personne, mais il me semble pas que ça a duré très longtemps et très sincèrement j'ai jamais réussi à le faire, donc je sais pas si c'est parce que j'étais pas à la page en 2012, mais enfin bref, je suis en train de m'égarer et de raconter ma vie, donc on va continuer là-dessus. Pas de repartage dès le début de l'application. Pour le logo, ils avaient opté pour un Polaroid blanc et pour le nom, ils ont décidé de l'appeler Codename, l'application. Donc me demandez pas, le prototype s'appelle Skotch, mais le nom de l'application c'est Codename. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de termes, mais on va rester sur l'essentiel. Le nom de l'application c'est Codename. Donc ils continuent à faire leurs petites avancées, et puis Systrom un jour, il part en vacances avec sa copine au Mexique. Et en gros, elle lui dit clairement, moi je vais pas utiliser ton application parce que moi mon téléphone il fait pas des belles photos, donc ça m'intéresse pas du tout de partager des photos de mauvaise qualité. Du coup, gling, petite pensée dans la tête de Systrom, il se dit mais pourquoi je ne rajouterais pas des filtres ? Évidemment, il y avait déjà des applications pour retoucher ses photos, mais lui il s'est dit si je l'intègre directement dans mon application, les gens n'auront pas besoin d'aller sur une application X et Y et ça va les inciter à poster beaucoup plus de manière beaucoup plus direct quoi. C'est vraiment une bête du travail Systrom. Il se pose dans la chambre d'hôtel au Mexique, il s'en fout de ses vacances et il commence à faire des petites retouches sur Photoshop et il a créé le premier filtre Instagram qui s'appelle X Pro 2. C'est très marrant parce qu'on va pas mal parler de filtres et sachez qu'ils sont encore tous disponibles sur Instagram et du coup en écrivant un peu la vidéo, je me suis mis à re-regarder un peu les filtres et ça m'a trop fait penser aux photos et aux filtres que je mettais quand j'ai commencé Instagram. C'est vrai que c'est une option qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, tout le monde retouche ses photos avant, etc. Mais en fait quand t'as commencé Instagram, tout le monde utilise ces filtres et ça m'a fait trop rire de lire qui a créé quoi, enfin j'ai trouvé ça trop intéressant. Peu de temps après, le 16 juillet 2010 fut postée la première photo sur la plateforme Instagram qui est une photo d'un chien avec le pied de sa copine en tongs avec le fameux filtre qu'il avait créé dans sa chambre. Donc Systrom, il a continué dans son envie de faire des filtres, il en a créé 3-4, tu vois. Mais Systrom et Krieger, ils n'étaient pas encore très convaincus de la fiabilité de leur application. Du coup, ils ont décidé de faire une phase de test sur 8 semaines. Un jour, ils ont reçu un email d'un certain Colrise qui avaient envie de tester leur application. Et pour eux, c'était un candidat idéal. Il était dans une start-up de photos et de vidéos, il adorait prendre des photos, et l'état d'esprit de ce mec, c'était absolument de retoucher ses photos de manière numérique sur son téléphone pour garder le côté un petit peu nostalgie. Donc pour les deux entrepreneurs, c'est le meilleur candidat pour tester l'application. Et lors d'une randonnée, Colrise, il décide de mettre le filtre Early Bird, et en fait, il est stupéfait par la qualité du filtre. Vraiment, il le trouve vraiment magnifique. Il trouve que vraiment, les filtres ont un potentiel de ouf. Quand il se remet à discuter avec les deux entrepreneurs, il se rend compte qu'ils n'ont aucune idée et ils ne se rendent pas du tout compte du potentiel de l'application qu'ils ont entre les mains. Et devant autant d'enthousiasme, les deux entrepreneurs, Systrom et Krieger, décident de proposer à Colrise de créer des filtres parce que lui, c'était un peu son truc. Et en fait, Colrise, il s'est dit mais c'est génial, si je crée mes filtres sur cette application, j'aurai pas besoin de retoucher mes photos à l'avance, je vais faire mes propres filtres, comme ça quand moi j'irai sur l'application, j'aurai juste à mettre mes filtres, prendre ma photo, et ce sera fait. Donc du coup, il a accepté tout de suite, il a créé du coup 4 filtres, Amaro, Hudson, Spectra et
sous trop. Il savait qu'il y avait du potentiel derrière l'application Instagram, mais en fait il se rendait pas du tout compte qu'un jour tout le monde utiliserait ces filtres sur ses photos Instagram. Et c'est ça que je trouve dingue. On passe encore une fois au côté concret pour trouver le nom Instagram. Les deux entrepreneurs, ils voulaient un truc super simple à prononcer. Ils voulaient un nom entre le mot instant pour l'instant T des photos et Telegram pour la photo. Du coup, c'est devenu Instagram. C'est beau. Et dans un premier temps, ils décidèrent qu'il y aurait le repartage sur les applications comme Facebook et Twitter parce que ce serait bénéfique pour eux pour amener du monde. Parce que demain, imagine, t'as Justin Bieber qui poste une photo sur Instagram et qui la repartage sur Twitter. Tous les gens qui le suivent sur Twitter vont venir sur Instagram pour voir les photos qu'il poste. Du coup, super bonne stratégie de communication pour le début de l'application. Les repartages sont acceptés sur Facebook et Twitter. On va reparler de notre petit Dorsey. Quand ils ont lancé l'application Instagram, Dorsey, il est devenu très rapidement hyper accro à l'application et il a même un peu regretté que Twitter ait pas pensé à lancer un concept comme ça avant. Il en a quand même parlé à Williams, qui était du coup le créateur de Twitter, parce que lui, il était cofondateur, il me semble. Ce serait peut-être intéressant de racheter Instagram. Et Williams, il y croyait pas du tout. Il a dit que c'était une très mauvaise idée et qu'il ne le ferait pas. Et du coup, c'est hyper drôle parce que Dorsey a voulu prouver à Williams qu'il avait eu tort en utilisant l'application de fou, en faisant de la promotion partout pour prouver à son patron qu'en fait il avait eu tort. Lancement de l'application Instagram le 6 octobre 2010. Elle rentre hyper vite dans le top des applications de l'Apple Store, hein, clairement ça fait un carton dès le départ. À la fin de la première journée de lancement, il y a déjà 25 000 personnes qui utilisent l'application. Franchement, c'est dingue. Je suis désolée, mais je trouve ça dingue. Au bout d'une semaine, il y a 100 000 personnes sur Instagram. Une semaine. Et pour la petite anecdote, Systrom, il a été hyper étonné parce que pas longtemps après qu'il ait lancé l'application, il a croisé un mec dans le bus qui utilisait Instagram. Et vraiment, en fait, ça l'a choqué parce qu'il pensait tellement pas que l'application allait tellement boomer. Et il s'est dit que c'était un truc de dingue et que c'était bon, genre il était lancé et qu'il allait avoir du succès. À la fin de l'année, il avait déjà 1 million d'utilisateurs et 6 semaines après, du coup, en février 2011, il y avait 2 millions d'utilisateurs. Donc en fait, l'application, elle a boomé de ouf. Après, autre petit point, il fallait que les gens restent sur l'application et ça, c'est une autre histoire. Il faut savoir que Systrom, quelques mois après l'ouverture de son application, en décembre 2010, il est allé voir le CEO de Forecast, qui n'était plus un concurrent du coup à l'époque d'Instagram, et il a dit à ce mec-là qu'un jour, Instagram dépasserait largement Twitter. Le mec vient de sortir son application, il est tellement sûr de lui qu'il a raison, il a raison. Déjà, je trouve ça dingue qu'un mec croit autant à son projet et je trouve ça encore plus dingue qu'il ait été si visionnaire sur une petite application qui aurait pu totalement flopper. Faut savoir que la majorité des startups de cette époque coulaient hyper vite. Même si ça boomait au début, ça tenait pas la route. Et je vais finir avec cette magnifique phrase qu'il a pu dire. La seule anomalie de l'application et qui reste encore mais tellement vraie et même plus vraie qu'à l'époque où il a constaté ça. Le défaut d'Instagram, c'est juste qu'on cherche à poster toujours des photos qui sont de plus en plus belles pour cacher la réalité et faire en sorte que tout le monde pense que notre vie est vraiment géniale. Et c'est écrit dans le livre et il l'a pensé dès le départ. Et il a eu bien raison parce qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous incite vraiment à lire le livre parce que la suite est vraiment dingue, hein. Là je vous ai fait que la première partie. Il est sorti en octobre 2020, donc vraiment hyper récent. C'est un vrai travail de journaliste qu'il y a eu derrière et je vous le conseille x 12 000. Sur ce, je vous le redis, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir, un petit commentaire de soutien et je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite.